Je suis de retour, vous êtes là? Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? On en était ici. Vous m'entendez? D'accord, merci. Donc, on poursuit par, on était évolution, complication. Donc, on avait dit que l'évolution spontanée, elle se fait vers un avortement, mais cet avortement, il est incomplet, hémorragique, exposant ainsi la patiente à de multiples complications. D'accord? Donc, on a vu les complications, les a citées. Et l'évolution ultérieure, une fois qu'il y a eu un avortement, une évacuation complète, on avait dit qu'elle nécessite une surveillance rigoureuse et rapprochée et au long cours afin d'éviter la survenue d'une tumeur trophoblastique gestationnelle, à savoir une molle invasive ou un choriocarcinome qui vont menacer le pronostic vital maternel. D'accord? La conduite à tenir, il faut savoir que devant une femme chez laquelle on suspecte une grossesse molaire, on la suspecte par rapport à quoi? Par rapport aux facteurs de risque, les âges extrêmes, on avait dit, le groupage Rhésus, le bas niveau socio-économique, les antécédents d'avortement spontané, les antécédents de grossesse molaire. Donc, tout ça, c'est le contexte à risque de la patiente. Elle vient consulter au premier trimestre, donc aménorrhée avec des métroragies, une symptomatologie exagérée. C'est des métroragies qui sont récidivantes, peu abondantes. Elle peut faire une prééclampsie précoce. Elle peut venir avec un état très altéré. Donc, tout ça, c'est les circonstances de découverte. On examine notre patiente. On peut, par chance, mettre en évidence une vésicule qui va être expulsée de l'examen au spéculum. On fait notre toucher vaginal combiné au palpé. On retrouve les éléments en faveur de la mosse. Il y a un utérus mou dans la taille est supérieur à l'âge de notre grossesse. On ne retrouve pas de ballottement fœtal. On peut retrouver des kystes. On fait notre échographie. Soit c'est une complète, soit c'est une partielle, échographiquement du moins. Hein. On n'est pas certain. Complète ou partielle, c'est l'étude anatomopathologique qui va le déterminer. Mais échographiquement, on retrouve un aspect en flocon de neige, il n'y a pas d'embryon, il y a des kystes. Ils peuvent être non présents, bien sûr, mais si on retrouve des kystes, c'est un élément d'autant plus rassurant pour notre diagnostic, mais qui n'est pas du tout rassurant pour notre patient, bien sûr. Donc, soit c'est une molle complète, soit c'est une molle partielle. On a un embryon, mais dont le trophoblaste paraît être partiellement dégénérant en villosité kystique. On demande un taux de bêta-HCG, notre taux va revenir faramineux, très augmenté. Au-delà de 100 000, on peut retrouver 500 000, 600 000, voire 1 million si ce n'est pas plus. Donc, tout porte à croire que cette patiente fait une grossesse molaire ou a une maladie trophoblastique gestationnelle. Cette maladie trophoblastique gestationnelle, il faut la traiter. Et le principe du traitement, c'est l'évacuation de cette grossesse. C'est une grossesse qui ne va pas évoluer. D'accord? On n'espère pas qu'il y ait une évolution. Même dans le cadre d'une molle partielle, plusieurs écoles et plusieurs sociétés savantes ont tenté de maintenir des grossesses partielles jusqu'à 26, 27 semaines, bien sûr, parce qu'ils ont des moyens de néonatologie qui sont très poussés et ils peuvent se permettre ça. Hein. 26, 27 semaines, il ne va pas survivre à terme et c'est vrai que les nouveau-nés, on les perd parce qu'on n'a pas des moyens de néonat et de réanimation corrects. Bref, ils ont tenté ça, mais à la naissance, ces embryons, ils étaient porteurs de multiples malformations et d'anomalies parce qu'ils avaient une triploïdie génétique. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de la maintenir. Si on la maintient, ça équivaut à maintenir un risque de potentiel métastatique chez cette patiente. Donc, le diagnostic de grossesse molaire a été retenu. La conduite à tenir, c'est l'évacuation de cette grossesse le plus tôt possible afin de pouvoir instaurer une surveillance le plus tôt possible. Et bien sûr, minimiser ses complications, le risque hémorragique, le risque d'anémie, le risque infectieux, etc. Comment on va faire l'évacuation utérine? Bien sûr, on hospitalise notre patiente. L'évacuation, elle se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale, voire rachianesthésie. Et c'est une évacuation par aspiration et non pas abrasion. Il faut savoir qu'il existe deux types de curetage. Le curetage abrasif et le curetage aspiratif. L'abrasif, on utilise des curettes. C'est dommage en fait qu'il n'y ait pas de stage et tout. On aurait aimé vous montrer tout ça et que vous assistiez à
un curetage et tout, mais bon, tout est disponible sur le net si vous êtes intéressé et on est disponible pour vos questions et tout. Bref, j'en étais où? J'en étais à notre curetage. Donc, je disais qu'il y avait un curetage abrasif et un curetage aspiratif. L'abrasif, on va utiliser une curette. En fait, la curette, elle ressemble à une cuillère, hein. C'est une cuillère et on va gratter le produit de conception et on va le faire sortir. Mise en la fameuse position gynécologique, mise en place d'un spéculum et on va faire une hystérométrie pour savoir la taille de l'utérus. Comme ça, on ne va pas créer une perforation de l'utérus. On introduit la curette qui correspond à l'hystérométrie. L'hystérométrie, elle est à 10 cm. Une curette numéro 10. Hystérométrie à 12 cm. Curette numéro 12. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de risque que la curette soit plus grande. Donc, risque de perforation. Et on va gratter les multiples faces de l'utérus pour faire ressortir la rétention trophoblastique et obtenir à la fin une vacuité utérine. Dans le cadre d'une grossesse molaire, c'est un curetage aussi ou une évacuation, mais qui n'est pas abrasif. C'est une aspiration. D'accord? C'est un curetage aspiratif. Pourquoi? Parce que la grossesse molaire, comme je vous l'avais dit, elle entraîne une certaine mollesse de la paroi utérine. L'utérus est tellement infiltré par les vésicules et le taux d'HCG est tellement important que sa paroi va être molle. Et si on s'amuse à faire sur une grossesse molaire un curetage abrasif, donc évacuateur abrasif, on va entraîner une perforation utérine à coup sûr. C'est pourquoi c'est une évacuation ou un curetage aspiratif. On va introduire une canule et non pas une curette. La canule, c'est un petit tuyau très très fin et grâce à un aspirateur, on va aspirer. D'accord? On ne va pas du tout stimuler la paroi utérine pour ne pas provoquer une perforation. Donc, aspiration à la canule, bien sûr après dilatation cervicale satisfaisante. Et l'aspiration, elle se fait sous contrôle échographique. Il y a un double intérêt. Le contrôle échographique, il a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de s'assurer de la vacuité utérine. Je fais mon curetage au bloc. Avant de réveiller la patiente, de la faire sortir, je suis sûre que j'ai bien vidé l'utérus. Deuxième intérêt, c'est de diminuer le risque de perforation. Parce que sous contrôle échographique, ce n'est pas la même chose comme je le fais à l'œil nu, à l'aveuglette. Sous contrôle échographique, la sonde me montre où va ma canule d'aspiration. Est-ce que je suis en contact avec la paroi utérine ou pas? D'accord? Donc, il y a moins de risques que je perfore. Bien sûr, sous perfusion de syntocinon ou de cytocine, afin de maintenir une certaine rétraction utérine. On avait dit que l'utérus était mou à la grossesse molaire, donc ça expose au risque de perforation, mais aussi au risque d'hémorragie. Je ne sais pas si vous avez fait l'hémorragie de la délivrance. La première cause, c'est l'inertie utérine. Et là aussi, c'est un utérus qui va subir un curetage. C'est un utérus sur une grossesse molaire. Il est très augmenté de taille avec une paroi molle, donc il y a un risque qui est une hémorragie par inertie utérine. On réalise notre curetage sous ocytocine ou syntocinon. Bien sûr, le produit va être accueilli, pesé et adressé pour une étude anatomopathologique qui va nous confirmer le diagnostic. S'agit-il d'une maladie trophobasique gestationnelle? Si c'est une maladie trophobasique gestationnelle, est-ce que c'est une molle partielle ou complète? D'accord? Là, c'était l'évacuation utérine. Une fois qu'on a réalisé l'évacuation utérine, on va instaurer une surveillance clinique, échographique et biologique. Donc, l'évolution postmolaire, elle est imprévisible. On avait dit que notre crainte, c'est l'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Et comme elle est imprévisible, il faut instaurer une surveillance bien codifiée, très rapprochée et rigoureuse. La surveillance clinique. On va surveiller l'involution utérine, c'est-à-dire la taille utérine. Normalement, au bout de 10 à 15 jours, l'utérus retrouve sa taille initiale. Théoriquement, les bons signes d'une bonne évolution ou d'une évolution favorable de post-aspiration, c'est l'involution utérine, le tarissement du saignement, la disparition des kystes lutéiniques, et bien sûr, si on suspecte en sous-jacent des métastases vaginales ou la périnéale ou la pulmonaire, on les élimine. D'accord? Comment les suspecter? Si elle vous fait une toux persistante, ou là une gêne thoracique, ou là si elle vous fait des métrorragies, vous faites votre examen au spéculum, vous trouvez que ces hémorragies persistantes, elles ne sont pas d'origine endo-utérine, mais vous trouvez un bourgeon au niveau du vagin, c'est-à-dire une masse. Là, on suspecte une métastase. D'accord? Bref, sur le plan clinique,
On surveille l'hémétrorragie, l'involution utérine, la disparition des kystes lutéiniques et les signes qui peuvent témoigner d'une éventuelle localisation métastatique. Là, c'était le plan clinique. La surveillance échographique, il faut savoir qu'après une évacuation utérine, l'évacuation, comme on l'avait suscité tout à l'heure, elle se fait sous contrôle échographique. Je ne vais pas arrêter mon aspiration jusqu'à l'obtention d'une ligne de vacuité, donc d'une vacuité utérine. Cette patiente, elle va sortir le lendemain, elle rentre chez elle, on la reconvoque 15 jours après et on refait une échographie pour s'assurer de la vacuité utérine. Donc, une échographie de contrôle qui se fait 15 jours après l'évacuation. Dans le cas où je trouve une rétention, c'est-à-dire une petite persistance intracavitaire, si cette rétention elle est supérieure à 17 mm, je dois refaire une évacuation utérine. Si elle est inférieure à 17 mm, je la respecte. Elle est anodine. D'accord? Sachant qu'on a le droit de faire que 2 évacuations utérines. Par exemple, laquelle la patiente, elle a fait aujourd'hui un curetage aspiratif chez vous pour molle. Elle revient 15 jours après, vous l'examinez, elle a son anapathe, c'est une molle complète. Vous faites votre échographie, vous trouvez une rétention de 33 mm, 3 cm. Vous la reprogrammez pour un deuxième curetage. Vous refaites votre curetage. La même chose, 15 jours après, vous la recontrôlez, vous trouvez une rétention de 20 mm. Cette patiente, elle ne va pas bénéficier ou la resubir plutôt un deuxième curetage. Non, chez cette patiente, il y aura un autre protocole à faire, d'accord, qui est, on va voir, on va la stadifier et décider si c'est une tumeur à haut risque ou à bas risque et on va la mettre sous chimiothérapie, d'accord. Bref, contrôle échographique 15 jours après. La surveillance biologique, là, c'est très important, vous devez suivre. Donc, la surveillance, on avait dit que le taux d'HCG était nécessaire pour le diagnostic, mais également pour la surveillance. Une femme qui a fait son évacuation, on va surveiller ces taux de bêta-HCG de façon hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, d'accord? Et ceci jusqu'à la négativation. Un taux de bêta-HCG est dit négatif lorsqu'il est inférieur à 5 milliunités par millilitre, d'accord? Donc, un taux hebdomadaire jusqu'à la négativation des taux. Et cette négativation va être confirmée sur 3 taux hebdomadaires. Donc, on l'a curetée aujourd'hui, je la recontrôle, on l'a curetée aujourd'hui. Dans une semaine, elle refait son taux de bêta-HCG. Et dans 15 jours, elle fait son échographie. Bref, elle fait son premier taux de bêta-HCG. Elle était à 500 000. Après évacuation, le taux revient à 70 000. De manière hebdomadaire, une fois par semaine et au niveau du même laboratoire, elle va refaire un taux de bêta-HCG. Et on va instaurer une courbe. Cette courbe, l'évolution normale, elle va être décroissante. Lorsque on a le premier taux inférieur à 5 mm, c'est-à-dire le premier taux négatif, on va continuer de manière hebdomadaire jusqu'à obtenir 3 taux négatifs. Donc, le premier à 4, le deuxième une semaine après à 4, le troisième une semaine après à 2. Donc, on a eu 3 taux négatifs. À partir du troisième taux négatif, la surveillance va se faire de manière mensuelle. Un taux de bêta-HCG médical hebdomadaire unimensuel. Mensuel pendant 6 mois, lesquels l'anapathe était en faveur d'une molle idatiforme partielle, et pendant 12 mois, c'est-à-dire une année, si l'anapathe était en faveur d'une molle complète. J'espère que vous arrivez à suivre. Une petite particularité dans le cadre d'une molle idatiforme complète, si notre molle idatiforme complète a négativé ses taux avant 8 semaines, on est en droit de la surveiller de manière mensuelle durant 6 mois et non pas 12 mois, parce qu'elle a fait une évolution favorable précoce. Si je vais trop vite ou si vous n'avez pas saisi la surveillance, vous me prévenez, s'il vous plaît. Voilà, premier message. Oui, Galaxy, très bien. Ok. D'accord, j'espère que c'est bien cerné. La surveillance par le taux d'HCG hebdomadaire jusqu'à négativation. Quand j'obtiens 3 taux négatifs, surveillance mensuelle. 6 mois si elle est partielle, 12 mois si elle est complète. Si par chance notre complète a négativé avant 8 semaines, on va réduire la surveillance à 6 mois. Est-ce que vous pouvez répéter la particularité, s'il vous plaît? Laquelle, docteur Dracha? Quelle particularité? Ah, la particularité, d'accord. Donc, la particularité, c'est par rapport à la molle complète. La molle complète, la surveillance, on dit une femme, on l'a curetée.
elle vous ramène une semaine après son anapathe, molle, hydatiforme, complète, avec un taux de bêta-HCG. Avant le curetage, il était à 100 000. Après le curetage, vous le trouvez à 500. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Je vous donne un rendez-vous. Vous revenez chaque semaine avec votre taux de bêta-HCG fait au niveau du même laboratoire. C'est très important parce qu'au niveau des labos, il y a des différences la dilution pour le dosage du taux d'HCG. Donc, elle va revenir la semaine d'après. Donc, on avait dit, je ne me souviens plus, donc 500 000, 500. La semaine d'après, il est à 200. La semaine d'après, il est à 100. D'après, 300, 180, 60. Elle négative. La négativation, on avait dit inférieure à 5. Une fois qu'elle a négativé, elle poursuit ses taux négatifs de manière hebdomadaire sur 3 semaines. 3 semaines, on est sûr qu'elle a négativé. Comme c'est une complète, on va lui donner des dosages mensuels pendant 12 mois. D'accord? Par contre, si notre patiente, elle a négativé ses taux, les 3 taux donc négatifs successifs, si elle les a négativés les 8 semaines qui suivent le curetage, c'est-à-dire elle les a négativés de manière assez rapide, je suis en droit de raccourcir la surveillance mensuelle, mais 12 mois, 6 mois, tout l'équilibre à la partielle. D'accord? Et si elle est négative pas, docteur, يعطيك الصحة, docteur Ryan, vous êtes très visionnaire. On va voir ça tout de suite. C'est-à-dire, si elle est négative pas, elle va évoluer vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, une molle ou un corio. D'accord? Je vous remercie, pas de souci, docteur Daraja. On va voir ça, docteur Ryan. D'accord? Je vous en prie, Hakima, pas de souci. J'espère que vous avez cerné la surveillance. Donc, clinique, c'est l'involution utérine, la disparition des métroragies, la disparition des kystes et l'absence de signes en faveur d'une métastase, localisation métastatique. Échographique, c'est la vacuité utérine qu'on va recontrôler 15 jours après. Biologique, c'est le dosage des taux d'HCG. Hebdomadaire jusqu'à négativation, 3 taux négatifs de manière mensuelle. 6 mois pour la partielle, 12 mois pour la complète. La complète, on peut réduire à 6 mois si elle a négativé fait les 8 premières semaines. Là, c'était la surveillance après évacuation. Bien sûr, je vais surveiller ma patiente avec un taux d'HCG. Qu'est-ce qui peut fausser mon taux d'HCG? C'est une grossesse, une deuxième grossesse. Et pour que mon taux ne soit pas faussé, cette patiente ne doit pas tomber enceinte. C'est pourquoi je vais la mettre sous contraception œstroprogestative. Donc, toute patiente ayant fait une grossesse molaire va être mise après l'évacuation sous contraception. La durée de la contraception, c'est la même que la durée de notre surveillance. Si c'est une partielle, c'est 6 mois. Si c'est une complète, c'est 12 mois. D'accord? Donc, elle n'a pas le droit de tomber enceinte ou de concevoir les 6 mois qui suivent la grossesse partielle ou les 12 mois qui suivent la complète. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que cette grossesse fausse les taux de bêta-HCG. Et parce qu'il y a un risque qu'elle vous refasse une grossesse molaire. Et si elle refait une grossesse molaire à l'intervalle de la surveillance, sachez que cette grossesse, elle va être d'autant plus virulente et avec un potentiel métastatique plus élevé. D'accord? L'évolution de la molle, docteur Ryan. Soit c'est une évolution favorable. Ou je mets évolution favorable, rémission. Sur le plan clinique, utérus qui est revenu à sa taille normale, plus de métroragie, disparition des kystes utéiniques, pas de signe en faveur d'une localisation métastatique, avec négativation des taux de bêta-HCG, donc les 3, et on continue à la surveiller pendant 6 ou 12 mois. Là, c'est l'évolution favorable. D'accord? Une fois qu'elle a négativé ses taux, toute refait la surveillance, mais on lui dit, madame, vous attirez d'affaires. Alhamdoulilah. L'évolution défavorable, c'est l'évolution vers une tumeur trophoblastique gestationnelle. Là, on a rajouté post-molaire, parce que le plus souvent, dans plus de 80% des cas, les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, elles sont post-molaires. Rarement, elles surviennent d'emblée primitivement. Ces tumeurs trophoblastiques gestationnelles, elles ont des critères. Donc, pour passer d'une molle, qu'elle soit partielle ou complète, vers une tumeur trophoblastique gestationnelle, j'ai des critères diagnostiques. On a 4 critères, essentiellement basés sur quoi? Sur le taux de bêta-HCG. D'accord?
Lors de ma surveillance de cette mole, je suis en train de surveiller une mole, qu'elle soit partielle ou là complète. Il est plus facile sur ça. Je surveille une mole partielle. Le taux initial, il était à 100 000. Je vois que mon taux de manière hebdomadaire, il est en train de diminuer. Là, il va y avoir une réascension des taux. C'est une évolution qui n'est pas normale. Réascension l'oula, J1. Une semaine après, réascension. Une semaine après, réascension. Donc, réascension sur 3 taux. Là, c'est le premier critère. Deuxième critère d'une évolution vers une tumeur, c'est une stagnation des taux. Donc, décroissance, décroissance, après les taux stagnent. Premier taux qui stagne, J1, deuxième taux, troisième taux, quatrième taux. Donc, 4 taux qui ont stagné ou là 3 taux qui ont présenté une réascension font partie des critères diagnostiques biologiques d'une tumeur trophoblastique gestationnelle. J'espère que vous avez compris. Je surveille ma mole. Elle est en décroissance. Elle donc 100 000, peut-être 800, 600, 500, 400, 400, 600, le taux d'après. Je refais un autre taux. Donc, 600, c'est le premier taux à la réascension. Je refais un taux une semaine après. 800, je refais un taux une semaine après. 1000. 3 taux réascension, critère en faveur, elle est passée d'une grossesse molaire ou la la tumeur trophoblastique gestationnelle. Ou là, 600 hadouk, gardet 600, 650, 700, 710, 800, d'accord? Stagnation. Ça, c'est des critères en faveur d'une mole. Dans la complète, une négativation en 8 semaines, ça nous donne 2 mois, donc 2 tests négatifs. Non, j'ai pas compris. J'ai pas saisi. Une négativation en 8 semaines, oui, 2 mois. Donc, mais non, une négativation, ça veut pas dire elle peut négativer fait les 6 semaines, elle peut négativer fait les 5 semaines. Et pour qu'elle négative fait les 8 semaines de manière générale, il faut avoir 3 taux inclus fait les 8 semaines. D'accord? Donc, elle commence à négativer fait la 6e semaine. Elle a un taux négatif 6e semaine, un taux négatif 7e semaine et un taux négatif 8e semaine. C'est le minimum. Elle peut négativer bien avant, 3e semaine, 4e, 5e. Le plus important, c'est que ça soit inclus les 8 semaines. J'espère que j'ai bien répondu à votre question et que je l'ai bien compris. Donc, premier critère, réascension des taux sur 3 dosages hebdomadaires consécutifs ou la stagnation. Quatrième critère, c'est la persistance de la perception des taux d'HCG après 6 mois de l'évacuation utérine. Je vous ai dit qu'une négativation des taux, c'est inférieur à 5 mm, à 5 milliunités par millilitre. Une femme, il y a 6 mois ou 12 mois dans le cadre d'une complète, et elle vous fait toujours un taux à 12, à 10. C'est pas normal. Théoriquement, elle aurait dû négativer ses taux. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément fait une tumeur trophoblastique, mais cette patiente, on ne va pas la lâcher. On va faire chez elle une échographie avec Doppler utérin, voire une IRM. On va l'investiguer encore plus parce qu'il y a une très forte suspicion d'une tumeur trophoblastique et d'une évolution vers une tumeur trophoblastique. Quatrième critère, c'est le diagnostic étiologique d'un choriocarcinome. Ça, c'est clair et net. Vous faites votre curetage aspiratif pour une mole, vous croyez que c'est une mole, l'anapathe vous revient, on va faire d'un chorio. D'emblée, elle est étiquetée comme étant tumeur trophoblastique gestationnelle. Là, ce n'est pas les post-molaires, c'est les primitifs. Là, c'est les graphes. J'espère que vous avez compris, réascension et stagnation. Mais le dosage est mensuel. Mensuel après les 3 taux négatifs. D'accord? Le dosage, il passe au mensuel après les taux négatifs hebdomadaires. 3 taux hebdomadaires négatifs consécutifs. Est-ce que les moles complètes ont plus de chances de se transformer? Oui, oui. La mole, je vous l'ai décrit tout à l'heure, l'épidémio. La mole complète, c'est 16% de... Le taux il est à 16% des moles complètes qui passent en tumeur trophoblastique gestationnelle. Par contre, la partielle, 0,5%. Ce n'est pas des études nationales, hein. C'est des études extérieures. Un seul critère est suffisant, oui, un seul. Je vous remercie.
Donc, le dosage des bêta-HCG, bien sûr, une ascension ou là une réascension, on revient sur ça. Il faut éliminer une grossesse, bien sûr, en premier lieu, et une rétention trophoblastique, faire une échographie. D'accord? Une réascension des taux, la femme, elle peut oublier sa contraception ou la décider d'arrêter sa contraception en cours de suivi d'une grossesse molaire. Et elle vous fait une autre grossesse. Donc, toute réascension ou la stagnation, on élimine la grossesse et la rétention pour passer au diagnostic d'une tumeur trophoblastique. La conduite à tenir donc devant une tumeur trophoblastique. La première des choses, on est devant, comme son nom l'indique, une tumeur. Devant toute tumeur, on fait un bilan d'extension. Le bilan d'extension, il va comprendre une échographie pelvienne vaginale avec Doppler utérin, parce que les tumeurs, les molles invasives, les choriocarcinomes, les tumeurs du site d'implantation, elles sont très vascularisées. Donc, on fait un Doppler pour situer la vascularisation. On demande une TDM thoraco-abdominale avec radiographie du thorax. On peut se demander pourquoi faire une TDM thoracique et une radiographie du thorax. Parce qu'on va scorer cette tumeur trophoblastique gestationnelle. C'est le score de Figo. Et le score de Figo, il tient compte des métastases qui apparaissent sur la radiographie et non pas sur les TDM. D'accord? Donc, on lui fait une radiographie, une TDM thoraco-abdominale. On peut même être amené à faire une IRM cérébrale s'il y a des signes d'appel, hein, des céphalées ou des lipotymies ou là, un syndrome cérébral, elle vous fait des flous visuels, une hémianopsie, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on demande de manière générale? Non, on fait une échographie vaginale avec Doppler, on fait une radiographie du thorax, on fait une IRM pelvienne, la TDM thoraco-abdominale et l'IRM cérébrale, pas d'emblée. S'il y a des signes d'appel, on les fait. Ou là, si on suspecte sur la radiographie quelque chose, la radiographie du thorax quelque chose, on les fait. Là, c'était le bilan d'extension qui va nous permettre de scorer notre patiente. Ce score, il y a plusieurs paramètres, 9 ou 10 paramètres, qu'on va noter de 0 à 4. Je peux vous citer quelques paramètres, l'âge de la patiente, les antécédents de grossesse molaire, la taille des métastases, le nombre de métastases, la taille de la tumeur utérine, plusieurs paramètres. On va la scorer. Si notre score revient inférieur de 7, c'est une tumeur trophoblastique gestationnelle gradée bas grade, bas risque. S'il est supérieur ou égal à 7, c'est une tumeur trophoblastique gestationnelle à haut risque. Quel est le but de ce score? Le score REDA, il va conditionner la thérapeutique. Si elle est à haut risque, c'est une monochimiothérapie. Une photo à sous méthotrexate. Si elle est à haut risque, c'est une polychimiothérapie, EMACO. Polychimiothérapie, fait l'éthambutol, méthotrexate, l'adriamycine, plusieurs. D'accord? J'espère que vous avez compris. On a diagnostiqué à partir d'une évolution défavorable d'une molle, une tumeur trophoblastique gestationnelle. On l'a diagnostiqué, on va faire la prise en charge. Pour faire la prise en charge, on dit le bilan d'extension qui va nous permettre de la scorer. Une fois scorée, on bas risque ou là haut risque, une tout traitement, monochimiothérapie ou la polychimiothérapie. Vous pouvez me dire pourquoi ne pas faire une hystérectomie à cette patiente et lui enlever la tumeur, vu que c'est une tumeur, ou d'autant plus si elle est à haut risque, comme toutes les tumeurs. Toute tumeur nécessite une exérèse. Je ne sais pas, un néo du côlon ou là, un néo du sein, c'est l'exérèse. Parce qu'on avait dit que ces patientes, en général, les patientes atteintes, c'est les extrêmes d'âge. Quand elle est supérieure à 40 ans, il n'y a pas de risque. J'imagine que le désir de parentalité a été assouvi. Par contre, si c'est une patiente de 19 ans, ou là de 20 ans, ou là de 24 ans, si c'est une prémipare, et qu'il y a un désir de parentalité, ils n'ont pas assouvi leur désir de parentalité, le couple, on ne va pas s'amuser à faire une hystérectomie d'emblée. D'accord? C'est pourquoi la chimiothérapie a été proposée. Et alhamdoulilah, la chimiothérapie, elle donne de très bons résultats. Mais l'hystérectomie peut être proposée. Hein. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bref, on va lire cette conclusion tout à l'heure. Ce qui est important à retenir, qu'est-ce que les maladies trophoblastiques gestationnelles? C'est un ensemble de pathologies. D'accord? Donc, cet ensemble, il se caractérise par des expressions, comme on vient de le détailler, donc par des volets cliniques, biologiques et un potentiel métastatique qui est très variable. Tout est variable. D'accord? On les a scindés en molidatiformes et en tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Les molidatiformes, elles peuvent être partielles ou complètes.
Les tumeurs trophoblastiques les plus importantes sont la molle invasive, le choriocarcinome et les tumeurs du site d'implantation. En général, le contexte de consultation, c'est des métrorragies du premier trimestre. C'est une patiente qui va se plaindre d'exagération des signes sympathiques. Il y a des questions. Je m'interromps. Pas de risque de récidive. Si, il y a un risque de récidive. Le risque de récidive, il est présent d'autant plus si on ne respecte pas l'intervalle à 6 mois ou la 12 mois. Ça, c'est clair et net. Et même si on le respecte, il y a un risque de récidive. On avait détaillé l'épidémiologie que parmi les facteurs de risque, c'était les antécédents de molle. Si une femme a fait une molle comme antécédent, elle a 10 à 20 fois plus de risque de refaire une molle. D'ailleurs, quand une femme a été suivie pour une molle avec évolution favorable et elle a fait ses 6 mois de négativité ou là ses 12 mois de négativité, on peut autoriser une grossesse. La grossesse ultérieure, en début de grossesse, on demande un taux de bêta-HCG et lorsqu'elle accouchera, bien sûr, échographiquement, on surveille le placenta. Et lorsqu'elle accouchera, s'il s'avère que c'était une grossesse normale, le placenta va être envoyé pour une étude anatomopathologique pour s'assurer qu'on n'est pas passé à côté d'une grossesse molaire partielle. D'accord? Il y a pour choriocarcinome, récidive, qui fait récidive quoi? Le choriocarcinome, c'est une tumeur très agressive avec des métastases. Les choriocarcinomes, personnellement, j'ai vu 2 choriocarcinomes et les 2 sont décédés. D'accord? Pour arriver au stade de choriocarcinome, c'est qu'il y a eu une évolution et une surveillance inadéquate d'une molle. L'évolution de ma patiente, elle a duré 4 ans. D'accord? Donc, il y a eu un échappement thérapeutique. Quelque part, il y avait une faille. Et le choriocarcinome, s'il n'est pas diagnostiqué précocement et pris en charge précocement par la polychimiothérapie, voire l'hystérectomie, c'est le décès par les complications, par une insuffisance rénale compressive, par un envahissement du rectum, par des métastases pulmonaires avec détresse respiratoire. D'accord? On n'a pas besoin d'une preuve histologique pour aucune. Dans le cadre d'une TTG, on n'a pas besoin d'une preuve histologique pour traiter une molle. D'accord? La molle, on l'évacue. Et c'est après l'évacuation qu'on a l'anapathe. Dans le cadre d'une tumeur trophoblastique gestationnelle, on peut être amené à faire une biopsie, mais dans la majorité des cas, on n'en a pas besoin. D'accord? Pas besoin d'aller prélever la masse pour s'assurer que c'est un chorio. Non. On a une évolution, tu as les taux de bêta-HCG qui étaient anormales. On a un bilan d'extension avec une IRM, qui m'a le chorio, docteur Hakim Alayan, un exemple, qui m'a le choriocarcinome. Vous avez vidé votre patiente, vous faites votre suivi, 4 mois de suivi, réascension des taux. Vous faites une échographie, il y a un utérus qui n'est plus vide, siège d'une masse très vascularisée, charnue, le myomètre, il n'est pas homogène, il est hétérogène. Vous demandez une IRM, l'IRM bête, il va vous décrire une masse endocavitaire envahissant le myomètre, très vascularisée, partiellement nécrosée. Le radiologue va vous répondre en faveur d'un choriocarcinome. D'accord? On n'a pas besoin d'aller le prélever avec une étude anatomopathologique parce que j'ai déjà un antécédent de molle avec un critère diagnostique de la FIGO, avec un bilan d'extension en faveur. Je la score d'emblée, c'est une urgence thérapeutique, je la score et je mets en route soit ma monochimiothérapie, soit ma polychimiothérapie. Dans certains cas, on a recours à une hystérectomie. Je vous en prie, Hakima. D'accord, donc ce qu'il y a à retenir, c'est les facteurs de risque, la clinique, le diagnostic différentiel et la prise en charge. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes où là? Très bien. Donc, c'est une maladie trophoblastique qui est souvent bénigne, mais à risque de transformation maligne, imposant ainsi une prise en charge rigoureuse, mais essentiellement une surveillance de près. Et tant mieux, enfin, alhamdoulilah,
La surveillance, elle est très bien codifiée par les taux d'HCG, par l'examen clinique. À chaque fois, on demande, madame, il n'y a pas de métrorragie, on l'examine, on fait une échographie, on fait un taux d'HCG, on s'assure qu'elle prend bien sa contraception pour ne pas passer à côté d'une grossesse interférente. Et on lui explique qu'il faut patienter 6 mois ou 12 mois afin d'éviter soit une récidive, soit une grossesse à risque. La prochaine grossesse, on surveille par un taux d'HCG en début de grossesse, surveillance échographique de près de notre placenta et examen anatomopathologique à la naissance des annexes du placenta. J'espère que j'ai été claire. S'il y a des questions à poser, vous les posez. J'espère que vous arrivez à vous en sortir, surtout avec la révision. C'est un module très très lourd. Il faut vous organiser. Les cours, c'est des tiroirs. Il faut scinder le module obstétrique, gynéco, XMO, métrorragie du T1, métrorragie du T3. L'obstétrique, on a les grossesses à haut risque, très important, diabète, prééclampsie, la menace, la RPM. Là, j'ai eu le cancer du sein, les maladies trophoblastiques, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a encore Je ne sais pas, je cite les cours. Je vous remercie. Quelles sont les indications d'hystérectomie? En fait, l'hystérectomie, c'est une indication en concertation avec le couple. Elle se fait chez une patiente qui a assouvi son désir de grossesse et qui peut parfois présenter une contre-indication à la chimiothérapie si elle est cardiaque, si elle présente une insuffisance hépatique, rénale. Donc, on est très restreint dans le cadre de la chimiothérapie. Là, on propose une hystérectomie. Et en général, l'hystérectomie, là, on la propose lorsque l'utérus est vraiment très augmenté de taille, supérieur à 16 cm. D'ailleurs, dans le cadre de la grossesse molaire, hein, le plus souvent, on fait un curetage par voie basse. Mais il y a certains cas où une hystérotomie. On ouvre par la parotomie et on fait une incision sur l'utérus et on vide la grossesse molaire, notamment lorsque la grossesse molaire elle est très augmentée de taille. Il y a 16 cm, donc 16 semaines d'aménorrhée. Mais bon, ce n'est pas important pour vous. Retenez l'évacuation aspirative. Je vous remercie. Bon courage. Inch'Allah, ça va bien se passer. Tenez le coup avec cette chaleur. Il faut réviser, revoir vos cours. Ne retenir que l'important parce que en fait, c'est un double module, voire un triple module. Là, il y a la gynéco, l'obstétrique et l'anapathe. Donc, c'est 3 modules à la fois. Et j'imagine que vous cumulez d'autres modules. Donc, bon courage à vous. Inch'Allah, ce sera abordable, facile. Le retour au mois d'août, ce sera les révisions. Donc, préparez vos questions. On est accessible via nos boîtes mail. N'hésitez pas, envoyez-nous des mails, des questions. On peut vous aider en vous orientant vers une littérature précise, simple pour un externe. Pas de souci pour ça. Et je crois que j'ai fait le tour. Inch'Allah, merci à vous, bon courage. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous dis au revoir. Reposez-vous, enfin, au milieu de tout ça. J'espère que vous allez pouvoir vous reposer. Bon courage et que Dieu vous préserve par rapport au corona. Allez, on se dit à bientôt, Inch'Allah.